Charles Bonaparte emmène Napoléon étudier à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Il va rester pratiquement enfermé, emprisonné pendant 5 ans dans ce collège de Brienne. Il ira loin si les circonstances le favorisent, écrivait l'un de ses professeurs. Il ne croyait pas si bien dire. Quand la Révolution française éclate, Bonaparte a tout juste 20 ans. De retour en Corse, il échappe de peu à un attentat et doit quitter précipitamment l'île avec sa famille. Muté à Toulon, le jeune capitaine d'artillerie libère la ville qui s'était rebellée, non sans avoir tiré à boulet rouge sur les navires anglais installés dans la rade. À Paris, le 13 Vendémiaire, Bonaparte, déterminé, taille en pièces les sections royalistes à coups de canon. Il sait qu'il ne doit pas faillir. Ça n'a pas été une vraie bataille, ça a été une fusillade. Mais il a osé le faire sans se poser de questions. Impressionné par son audace, le directoire le nomme général en chef de l'armée de l'intérieur. Ce formidable avancement stupéfie la France entière et même les cours étrangères. L'étoile du conquérant est née. Le 6 octobre 1795, Bonaparte a sauvé la République. Le soulèvement royaliste de Vendémiaire a été écrasé grâce au canon de Murat. Le capitaine de Toulon, mal à l'aise en société dans son uniforme élimé, a fait place à un homme sûr de lui, dans un bel uniforme, neuf, de général de division, paré des ors de la République. Le jeune Corse est désormais la coqueluche des salons parisiens, où j'ai l'habitude d'évoluer. Un matin, on introduit chez le général Bonaparte un enfant d'une douzaine d'années. Il réclame l'épée de son père, général de la République, mort sur l'échafaud. Cet enfant, c'est Eugène de Beauharnais. L'épée lui est rendue. Sa mère tient à remercier le général. Cette femme, c'est Marie-Joseph Rose de Beauharnais. Elle a connu la prison, son mari aussi. Lui n'a pas eu de chance. Exécuté 48 heures avant la chute du tyran, la chute de Robespierre. La voilà veuve à 30 ans, avec 2 jeunes enfants, Eugène et Hortense, et une soif de vivre décuplée par les épreuves. Bonaparte est ébloui. Dès leur première rencontre, il est transporté par la merveilleuse Joséphine, une femme à la grâce alanguie, à l'élégance raffinée. Son salon est à la mode. Ne fut-elle pas la maîtresse de Barras, l'homme fort du moment? Elle s'est laissée entraîner dans le tourbillon de plaisir qui suivit la terreur. Au fond, elle se retrouve avec des enfants à charge, veuve, une très mauvaise réputation, des dettes par-dessus la tête. Et Barras, qui est l'un des membres du directoire, lui conseille d'épouser Bonaparte en lui disant que le moment est peut-être venu de faire une fin et de se marier pour sauver sa réputation. Bonaparte est sous le charme, amoureux fou. Aux femmes, il ne connaît pas grand-chose. Quelques passades et des fiançailles avortées avec la douce désirée Clary, qui deviendra reine de Suède. Joséphine va lui apprendre la volupté et l'amour. Le 12 Ventose, en 4, il est nommé commandant-chef de l'armée d'Italie. Une semaine après, il épouse Joséphine. Madame Mère, Joseph, l'aîné, n'avait pas été consulté sur ce choix.
Et c'est vrai que les premiers temps ont été un petit peu difficiles. Au fond, ce sont deux déclassés, deux marginaux qui se marient ensemble. Et puis surtout, c'est un mariage déséquilibré parce que lui, au début, éprouve, pour la seule fois de sa vie d'ailleurs, une vraie passion, et elle, pas du tout. La lune de miel est de courte durée, à peine 48 heures. Il a rendez-vous avec son destin. Qu'est-ce que va faire Bonaparte en Italie? C'est un front secondaire, parce que le vrai front, Jourdan et Moreau, sont sur le Rhin et le Danube. C'est là où les choses doivent se passer, d'après le plan de Carnot. Donc Bonaparte va en Italie pour bloquer les Autrichiens, pour que les Autrichiens ne puissent pas remonter par le sud de la France et prendre les Français en tenaille. Et personne n'avait prévu que le talent et le génie du général en chef allaient bouleverser tous les plans. Au galop, direction Nice. À ses côtés, Murat, Duroc, Junot et Marmont. En route vers la gloire. Âge moyen des conquistadors, 24 ans. Quand il est nommé général en chef de l'armée d'Italie, alors qu'il n'a pas commandé d'armée, il était général d'artillerie, il est nommé par Barras dans pratiquement un seul et unique but, un petit peu une diversion militaire, mais surtout récolter des fonds en Italie, l'Italie qui n'a pas connu de guerre depuis le XVe siècle et dont les principautés, duchés et autres petits États ont beaucoup d'or et qui intéressent le directoire. À l'époque, il n'y a pas d'Italie unifiée ni indépendante. Ce sont des territoires autonomes, des duchés, des royaumes, les États du pape, le royaume de Naples, et au nord, un ensemble assez confus et assez dispersé de territoires qui sont sous la domination des Autrichiens, qui ont envahi l'ensemble du nord de l'Italie. Jusqu'à 1713, c'était une domination espagnole. C'était les Bourbons d'Espagne qui étaient maîtres en Italie. Et puis, les Bourbons s'affaiblissent au début du XVIIIe siècle, les Habsbourg en profitent, et l'Italie devient autrichienne. Ça a toujours été, l'Italie, la belle Italie, le terrain de chasse des monarques européens. Lorsque Napoléon Bonaparte reçoit le commandement de l'armée d'Italie, dans l'esprit des Français de l'époque, c'est de reprendre pied dans le nord de l'Italie, mais également de contraindre l'ensemble de la botte italienne de redevenir unifiée sous la domination, ou du moins l'autorité de la France. De l'autre côté des Alpes, Piémontais et Autrichiens, forts de leur supériorité numérique, ne s'inquiètent de rien. L'armée autrichienne est forte de 45 000 hommes. Le corps principal de 30 000 soldats, commandé par le feldmaréchal Beaulieu, protège Milan de nos attaques. Le reste est placé sous le commandement du général Argenteau et fait face à nos unités situées près de la côte. Contre eux, notre petite armée française est démunie de tout. Environ 44 000 hommes de troupes et 4 000 cavaliers, mal armés et mal équipés. De vrais vagabonds en guenilles. Bonaparte commence la campagne avec seulement 40 canons, alors que ses adversaires en ont plus de 200. L'armée manque de tout, sauf d'enthousiasme. On va leur faire voir de quel bois on se chauffe. Pourquoi l'armée française est dans cet état? On a donné d'abord la priorité aux armées de Jourdan et de Moreau, et c'est l'armée de Bonaparte, le directoire étant dans un état de finances, ma foi, assez catastrophique, on l'a laissé à l'abandon. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance? La proclamation est célèbre. L'esprit meut la masse. Bonaparte le sait. Les généraux de l'armée d'Italie, entre autres Masséna, étaient des vieux routiers qui connaissaient le métier, qui étaient dans l'armée depuis longtemps. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce jeune-là? Et on le prenait pour un politique. Bonaparte arrive à son quartier général. Il y a des généraux qui sont un peu bougons, qui sont plus vieux que lui, bien plus vieux que lui, qui se disent pourquoi j'ai pas été nommé. Et la porte s'ouvre, Bonaparte regarde tout le monde sans dire un mot, et tout le monde sait que c'est lui le chef.
qui leur en impose. Et son regard, il paraît, était très très dur. Elle comprenait tout de suite qu'il avait envie de commander et qu'on ne lui prendrait pas sa place. Et surtout, c'est un très bon orateur. Soldat d'Italie, vous n'avez rien, vous êtes nus, etc. Je vais vous emmener conquérir les plaies les plus fertiles du monde, etc., etc. La harangue est célèbre. Il va galvaniser ses troupes et ils vont se mettre en marche. Son plan d'attaque, longuement mûri, est simple. Battre séparément les Piémontais et les Autrichiens. Pourquoi faut-il séparer les Autrichiens des Piémontais? D'abord parce que c'est la mission que lui a confiée Carnot, le ministre de la guerre du Directoire. Et deuxièmement, c'est une stratégie que Napoléon va employer, Bonaparte, puis Napoléon va employer très souvent. On sépare les ennemis, les forces ennemies, on tombe sur la première armée, on la bat, on bat la seconde, etc. Le 12 avril 1796, c'est la bataille de Montenotte. L'ennemi laisse 1500 morts sur le terrain, 2500 prisonniers et plusieurs drapeaux. Les portes de l'Italie sont ouvertes. Nous sommes sur le lieu de la bataille du Bricchetto, connue de tous sous le nom de bataille de Mondovì. Vous pouvez voir là-bas la ville de Mondovì. Elle existe toujours. Elle a été la dernière défense que les troupes savoyardes ont opposée aux troupes françaises. Mondovì est une zone particulière car elle représente la dernière ville des collines avant les terres fertiles de la plaine du Pô. Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III, craignant une occupation militaire, demande l'armistice qui est signé le 28 avril 1796 à Cherasco. On les a renvoyés à la maison, ces Piémontais. C'est le beau Murat qui est chargé d'une triple mission, ramener au Directoire les 21 drapeaux qu'on a pris à l'ennemi, faire connaître les conditions de l'armistice signé et surtout convaincre Joséphine de venir rejoindre Bonaparte en Italie, car la donzelle, avare de lettres, semble terriblement manquer à Bonaparte. À Paris, Joséphine se délecte des succès de son mari. Napoléon a tout de suite compris que gagner des batailles, c'est formidable, mais le faire savoir, c'est encore mieux. Et c'est un des grands communicants modernes, et il a créé le Courrier d'Italie, qui donnait des nouvelles du front, des nouvelles de l'armée, des nouvelles de ses victoires. À chaque victoire de l'armée d'Italie, Joséphine est acclamée, fêtée. Il n'y a qu'à Paris où la gloire est enivrante, surtout dans les bras de son amant, un bellâtre, capitaine de son état, Hippolyte Charles. Le Directoire succède à la Convention. C'est un régime qui va durer un peu plus de 4 ans, donc c'est très court dans l'histoire de France. Mais surtout, le Directoire arrive après la Terreur. Et après la Terreur, la France a besoin de vivre. C'est vrai que pour une partie de la population féminine, celles qu'on appelait les merveilleuses, sous le Directoire, elles ont eu l'occasion d'avoir, pendant un court instant, la possibilité de vivre une vie hors du commun, que les femmes n'avaient pas eu l'occasion de vivre depuis des siècles. On enlève les dessous, on transforme les robes, elles sont plus légères, plus transparentes. C'est une nouvelle façon de se tenir, de se coiffer, de bouger. C'était des robes de mousseline qui étaient littéralement transparentes, dont les bustiers étaient particulièrement relevés dans des coupes à l'antique et qui permettaient effectivement toutes les frivolités ou qui engageaient les jeunes hommes à aller beaucoup plus loin à l'occasion de ces bals. Les merveilleuses et les incroyables, c'est un phénomène très parisien. La France est agricole quand même à 90%. C'est un petit phénomène qui est resté dans l'histoire, certes. Les fameux bals qu'il y a eu, au Palais Royal on s'amuse beaucoup, mais c'est très parisien. Il semblerait qu'en fait, du point de vue de la population, c'était une période assez gaie, puisqu'on parle des nombreux spectacles qui de nouveau ont lieu dans les villes, énormément de bals, énormément de musique, de concerts. On dirait que les gens s'amusent.
Il y a un certain nombre de spectacles à succès pendant le Consulat et l'Empire, c'est absolument évident. Le théâtre de la Révolution française faisait la part belle encore à la comédie, à la tragédie, le drame commence à apparaître, mais surtout la libération de l'activité théâtrale en Révolution a fait littéralement exploser les frontières des genres et commence à apparaître, à la fin de la décennie révolutionnaire, de nouveaux genres dont les publics vont être particulièrement friands. Joséphine, durant la campagne d'Italie, est la reine de Paris, grâce aux victoires de son mari. Et elle en profite. Elle est toutes les fêtes. Évidemment, on joint son salon, puisqu'il est de bon ton d'approcher, d'être au mieux avec la femme du conquérant. On ne sait jamais, il faut ménager l'avenir. Et Joséphine n'hésite pas à avoir une vie amoureuse, on va dire, tumultueuse. Elle a des amants, elle prend un amant, le fameux Hippolyte Charles, un petit capitaine. Et pendant ce temps, Napoléon se morfond d'amour dans les plaines d'Italie. Joséphine, en effet, est avare de lettres. Et les seules qu'il reçoit sont plutôt froides. Alors que les siennes sont passionnées. Il insiste pour qu'elle vienne le rejoindre. Mais Joséphine fait la sourde oreille. Ah, ce soir, si je n'ai pas de lettres de toi, je suis désespéré. Pense à moi, ou dis-moi avec dédain que tu ne m'aimes pas, et alors peut-être je trouverai dans mon esprit de quoi être moins à plaindre. En 15 jours, les Français ont remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la plus riche partie du Piémont et fait 17 000 prisonniers. Soldats, ajoute Bonaparte, vous n'avez rien fait puisqu'il reste encore à faire. Ni Turin ni Milan ne sont à vous. Les Piémontais sortis du jeu, restent les Autrichiens, plus coriaces, 50 000 hommes prêts à en découdre. Le 10 mai 1796, vers 13 h, le combat pour la prise de Lodi commence. Le pont en bois, long de près de 200 mètres, enjambe le fleuve Adda. L'ouvrage est fortement défendu par des unités d'infanterie et par des pièces d'artillerie prenant le pont en enfilade. Bonaparte fait installer 2 batteries de part et d'autre du pont, puis les renforce par d'autres pièces. Bientôt, presque 30 canons pilonnent les positions autrichiennes. À 18 h, les colonnes françaises s'engagent sur le pont au cri de « Vive la République !» Mais au milieu du pont, sous un feu nourri, les soldats plient sous l'ouragan de fer. Le moment est décisif. Bonaparte le dira plus tard, un moment d'hésitation eut tout perdu. Un deuxième assaut mené par les généraux Masséna, Lannes, Reille, Dupas et même Berthier, drapeau à la main, donne un nouvel élan aux soldats. Les grenadiers traversent l'Adda, les pieds dans l'eau et fondent sur les Autrichiens. Beaulieu ordonne alors la retraite. La victoire est française. Elle frappe le public pour son extrême audace, écrit Stendhal. Après la bataille de Lodi, les Français ont traversé avec force et très rapidement ce pont qui était bien plus long que celui d'Arcole. C'est à partir de ce moment-là que Napoléon a été considéré pratiquement comme invincible. Rien que son nom faisait peur. De l'aveu de Bonaparte lui-même dans ses mémoires à Sainte-Hélène, il dira « Vendémiaire » et même « Montenotte » ne me portèrent pas à me croire un homme supérieur. Ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint l'idée que je pourrais bien devenir, après tout, un acteur décisif sur notre scène politique. Alors naquit la première étincelle de la haute ambition. Il y gagne aussi un surnom qui va lui rester pour avoir dirigé et réglé en personne le tir de la batterie à droite du pont. Désormais, on va tous l'appeler le petit caporal. Que dit-on chez vous de cette guerre ? Demande sans lui dire qui il est Bonaparte à un vieux bourgeois récemment capturé. Que ça va faire mal, très mal, grommelle-t-il.
Nous avons affaire à un jeune fou qui attaque tantôt en tête, tantôt en queue, tantôt sur les flancs. On ne sait jamais comment se placer. Cette manière de faire la guerre est insupportable. Bonaparte ne peut s'empêcher de sourire. La retraite autrichienne tourne à la déroute. Le 12 mai, Crémone est prise. Le 13, Augereau entre dans la ville. Le 15 mai 1796, Bonaparte entre dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur, écrit Stendhal. Il sera accueilli avec enthousiasme à Milan, parce qu'il semble que l'esprit républicain s'était quand même répandu en Europe, et on commence à l'apprécier comme tel. Mais une semaine plus tard, alors qu'il partait avec son armée pour Pavie, il a dû en renvoyer une partie pour faire taire les insurgés de Milan qui se sentaient trahis, dupés par les promesses de liberté que Napoléon leur avait faites. Dès le lendemain de son triomphe, le conquérant s'occupe de son armée, qui a le plus urgent besoin d'être chaussée, vêtue, remontée et soldée. Les Italiens en font les frais. Quand ils sont en campagne dans les autres pays, c'est là qu'ils se nourrissent et c'est là qu'ils se soldent. C'est-à-dire que quand l'armée arrive dans un village, une ville, etc., elle présente la note au maire, elle dit voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour payer mes soldats, donc maintenant vous allez me les donner, ou je vous les saisis, mais vaut mieux que vous me les donniez, ça fera moins de désordre. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de troupes françaises stationneront longtemps en dehors de France, parce que quand l'armée est en France, elle est payée par la France. Quand elle n'est pas en France, elle n'est pas payée par la France, elle est payée par ceux qui l'accueillent. Enfin, ceux qui l'accueillent ou ceux qui sont obligés de l'accueillir. Mais la gloire n'anesthésie pas les tourments de Bonaparte, qui écrit à Joséphine, dont il n'a pas de nouvelles. « Je n'ai point de réponse, point de nouvelles de ma bonne amie. M'aurait-elle oublié, ou ignorerait-elle qu'il n'est point de plus grand tourment que de ne point recevoir de lettres de mon Dolce Amor ?» C'est un type amoureux qui est sur le champ de bataille. Il est en train de gagner tout et de conquérir l'Italie, sauf Joséphine. En tout cas, c'est l'impression qu'il en a. Les lettres qu'il lui écrites sont admirables. Et Joséphine est à Paris, Joséphine est contente des succès de son mari, mais elle est très bien à Paris. Elle a un amant, Bonaparte l'apprend bien sûr, et il se consomme d'amour. En fait, en Italie, Bonaparte a un chagrin d'amour extrêmement fort. Le 26 mai 1796, Bonaparte reprend l'offensive contre Beaulieu. Les forces françaises crèvent le rideau défensif autrichien. Le 1er juin, Masséna enlève Vérone, tandis que Sérurier met le siège devant Mantoue. Sonnés, mais pas abattus, les Autrichiens se réorganisent. Point clé de leur dispositif, Mantoue, verrou de la Lombardie. Alors pourquoi les Autrichiens retraitent vers Mantoue? Pour une raison très simple, c'est qu'ils suivent la route. Ils ne peuvent pas, c'est une guerre, les guerres d'Italie, c'est une guerre de montagne. Et vous ne pouvez pas passer de l'artillerie à travers la montagne si vous ne suivez pas un chemin ou une route, c'est impossible. Forts, citadelles, châteaux vont être âprement disputés. En ce mois de juin 1796, menant tout de front, Bonaparte conclut 3 armistices, avec la Toscane, Rome et Naples. Il rencontre les princes de ces États, mais prend soin de ménager le pape. La papauté, au moment où Bonaparte gagne ses grandes victoires en Italie, est un allié important contre l'Autriche. Dans l'esprit de Bonaparte, il faut donc faire en sorte que le pape Pie VI, à l'époque, puisse être un allié de poids. Le 25 juin, Bonaparte exulte. Enfin, la belle Joséphine vient d'arriver. Finalement, elle arrive à Milan, elle part, ce qui est quand même incroyable pour notre époque, elle voyage avec son amant. Ben voyons, elle arrive avec son amant en Italie. Bon, après, Hippolyte Charles, il sort de l'histoire, ça c'est sûr. Et elle est stupéfaite parce qu'à Milan, elle est traitée comme une souveraine. Bonaparte a déjà une cour autour de lui.
Et Joséphine est absolument ravie. Une nouvelle lune de miel, très courte elle aussi. Un fâcheux surgit en la personne de Wurmser à la tête d'une nouvelle armée autrichienne. Le vieux maréchal, malgré ses 72 ans, est alerte et d'une bravoure légendaire. Il a promis à Vienne de châtier Bonaparte de son audace et de renvoyer ce petit caporal à l'école. Wurmser divise son armée en 3 pour mieux encercler les Français. À l'ouest, Kasdanovitch qui entre dans Brescia avec ses 8000 hommes. À l'est, Mesnos et ses 5000 Autrichiens attaquent Augereau. Au centre, Wurmser à la tête de 24 000 hommes. Bonaparte comprend vite qu'on est en danger. Si elle se referme, la tenaille de Wurmser va nous broyer. Les ordres partent. On doit se regrouper en position centrale pour pouvoir battre les colonnes l'une après l'autre. Pour l'histoire, c'est la manœuvre de Castiglione. Pour nous, une trotte de 40 km sac au dos. Le 3 août 1796, Kasdanovitch est sévèrement battu près de Castiglione. Sans nouvelles de l'avancée des troupes de Wurmser, ce Coire juge plus prudent d'ordonner la retraite. Dès le début, il a compris ce que c'était que la stratégie, la grande tactique et la tactique. Alors, il faut expliquer un peu. La stratégie, c'est l'art de manier ses troupes pour les conduire près du lieu de la bataille. La tactique, c'est l'art de manier les troupes pendant la bataille, quand elles sont en face l'une de l'autre. Ce qu'on a appelé la grande tactique, c'était un peu intermédiaire entre les deux, mais c'était la tactique, mais vue avec un peu de recul. Et tout ça, on voit que dans sa tête, il avait déjà tout compris. Pendant le mois d'août 1796, Bonaparte reconstitue ses forces. Il dispose maintenant de 36 000 hommes. Ses espions lui apprennent que Wurmser, renforcé, va reprendre l'offensive. Encore une fois, Wurmser divise son armée. Il marche au sud pour délivrer Mantoue, tandis que Davidovitch garde la frontière autrichienne. Le 2 septembre, le rideau se lève sur un nouvel acte. Les Français reprennent l'offensive. Le 3, Masséna bouscule l'avant-garde autrichienne. Le 4, Davidovitch est battu à plate couture. Le 6, on donne la chasse à Wurmser. Le 7, notre avant-garde culbute l'arrière-garde autrichienne. Le 8, Bonaparte chasse les impériaux de Bassano. Les Français sont partout, ils marchent la nuit, se battent le jour. Napoléon impose son tempo, c'est une guerre de mouvement. C'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. C'est fini la guerre en dentelle où on s'installait, ça durait plusieurs jours, sur des plaines, et puis on commençait à se canonner et à se massacrer gentiment. C'est terminé, c'est une guerre de mouvement. Napoléon gagne ses batailles avec les jambes de ses soldats, en fait. À propos de cette campagne, le grand historien militaire Karl von Clausewitz écrira « La conduite de Bonaparte contre cette seconde offensive est au-dessus de tout éloge. Il choisit la solution la plus décisive, parce qu'il est sûr de son affaire, et il l'amène avec une vigueur et une vitesse assourdissantes qui n'ont jamais eu d'égal. » Bonaparte est à Milan, au palais Serbelloni. 3 semaines auprès de Joséphine, traitée en souveraine. Wurmser, lui, se morfond, enfermé dans Mantoue.
Vienne ne veut pas en rester là et nomme un nouveau commandant en chef, le baron Alvingzi, âgé de 70 ans. Répétant les mêmes erreurs que Beaulieu et Wurmser, Alvingzi divise encore son armée en deux. Le 12 novembre 1796, à Caldiero, les Français bousculés doivent reculer. Une première. Soldats, je ne suis pas content de vous, s'exclame Bonaparte, piquant au vif l'orgueil de ses hommes. La retraite est ordonnée. L'Italie est-elle perdue ? Davidovich, trop prudent, arrête son offensive. Bonaparte va profiter de ce répit inespéré pour se diriger vers Arcole. Generale Alvingzi, che stava al comando dell'esercito austriaco e che con lo Stato Maggiore si trovava. Le général Alvingzi, commandant de l'armée autrichienne, ainsi que son état-major, se sont trouvés à mi-chemin entre Arcole et Vérone. Il ne croyait pas du tout aux informations reçues depuis Arcole, qui disaient que les Français arrivaient. Il pensait que c'était une sorte de diversion pour détourner l'attention. Le 15 novembre 1796, lors du premier assaut sur le pont d'Arcole, les Français refluent, hachés par les tirs des canons en enfilade. Mais le temps presse. Comme à Toulon, Bonaparte prend des risques. Il saisit un drapeau et s'élance sur le pont à la tête de nos soldats en criant « N'êtes-vous plus les guerriers de Lodi ?» Parvenu au milieu du pont, on se fait refouler par une vigoureuse contre-attaque autrichienne. Dans la confusion, Bonaparte tombe à l'eau. Il est sauvé in extremis par l'adjudant général Belliard. Au cours de l'attaque, Lannes est blessé et Muiron, l'ami et l'aide de camp de Bonaparte, est tué en cherchant à le protéger de son corps. Un courageux, ce Muiron. Pourtant, l'histoire ne se souviendra pas de notre échec, mais plutôt de l'exploit grâce au fameux tableau de Gros qui retranscrira parfaitement toute la fougue et la détermination de notre jeune général. Bonaparte réussit à regrouper ses forces et à inverser le cours des choses en prenant enfin le pont d'Arcole. Au cours du mois de décembre, les deux armées se regroupent, se reconstituent et s'observent. Le 27 décembre 1796, la République cispadane est officiellement proclamée. Bonaparte, de son propre chef, vient de créer un État indépendant en Europe. Dans l'esprit de Napoléon, Bonaparte, à l'époque, il doit amener auprès du directoire, donc les directeurs qui dirigent la France à l'époque, des territoires vassaux de la France, ou du moins placés sous leur autorité. Il va donc créer des républiques indépendantes qui vont être ensuite reliées et réunies sous l'appellation au-delà des Alpes, donc pour le nord de l'Italie, dans cet esprit de la République cispadane. Les combats reprennent le 6 janvier 1797. Bonaparte, à Rivoli, ne peut compter que sur 10 000 hommes, mais attend des renforts. De plus, il profite d'une position avantageuse en hauteur, ainsi que d'une artillerie et d'une cavalerie dont ne disposent pas les Autrichiens. Les deux positions clés étaient le débouché d'un canal, là au fond, et le carrefour des routes avec la Osteria delle Zuane. Ceux qui tenaient ces deux points clés avaient gagné la bataille. Le 14 janvier 1797, vers 7 heures du matin, près du village de Rivoli, 27 000 Autrichiens portent le premier choc.
Les renforts français arrivent peu à peu. Le centre tient bon, mais la gauche française commence à plier. L'armée française risque d'être encerclée dans une position catastrophique. Bonaparte ordonne une vigoureuse contre-attaque. Lancée vers 9 h par Masséna, soutenue par les cavaliers de La Salle, elle rejette les Autrichiens en désordre. La situation rétablie, Masséna va tenir seul jusqu'au soir face à des troupes bien plus nombreuses. Entre-temps, la colonne de Kasdanovitch qui descendait le long de l'Adige par le défilé d'Incanale attaque la droite française. Ici tout près était stationnée la cavalerie française, prête à arrêter les Autrichiens vers Incanale. Canonnés à bout portant, chargés par la cavalerie et l'infanterie en colonne, c'est la déroute complète des ennemis qui se bousculent et tombent dans les ravins. À 13 h, le pivot de l'attaque autrichienne faiblit. La Salle, Leclerc et Legendre, à la tête de leurs hussards, finiront le travail. Masséna a joué un grand rôle dans cette journée. L'empereur s'en souviendra, il le fera duc de Rivoli. Au soir, la bataille décisive de Rivoli est gagnée. On leur a mis une belle frottée, mais ça a été dur. Napoléon rencontre La Salle, épuisé par ses charges successives à la tête de la cavalerie, et lui dit, en montrant au sol les drapeaux pris à l'ennemi, « Couche-toi là-dessus, tu l'as bien mérité. » En quelques jours, on a mis hors de combat plus de 8000 hommes et on a fait plus de 20 000 prisonniers. Bonaparte est vraiment le meilleur général. Rivoli décida du sort de Mantoue. Le 2 février 1797, la ville capitule. 16 000 prisonniers, 60 drapeaux et plus d'1 millier de canons viennent s'ajouter à la liste maintenant longue des prises de guerre de la campagne d'Italie. Une lettre du pape proposant à Vienne l'alliance du Saint-Siège et de l'Autriche est tombée aux mains de Bonaparte. Les armées françaises envahissent les États du pape. La progression vers Rome, le long de la côte adriatique, est une promenade militaire. De nombreuses œuvres d'art, prises lors de la progression à Ravenne, Rimini, Pesaro, Ancône et Lorette, sont envoyées vers la France, enrichir les collections des musées nationaux. Le 19 février 1797, Rome est en vue des Français. Le pape Pie VI signe le traité de Tolentino. Il renonce à Avignon, au comtat vénécin, et cède la Romagne, ainsi que les villes de Bologne, Ferrare et Ancône. De plus, il s'engage à verser une somme de 31 millions de francs, à fournir 1600 chevaux harnachés et à licencier l'armée pontificale. Pie VI est un vieil homme. À 80 ans, il est usé par la folie des hommes. Ces révolutionnaires français lui ont donné bien du fil à retordre. Au printemps 1797, ayant reçu des renforts, Bonaparte remonte vers le nord avec pour but celui qu'il s'était fixé au départ, la prise de Vienne.
En réalité, Bonaparte, lui, a déjà réfléchi et travaillé à des plans de campagne qui lui permettraient de, après avoir battu les quelques alliés italiens de l'Autriche et les armées autrichiennes dans la péninsule italienne, lui permettrait, par les Alpes, de remonter et d'aller menacer Vienne. L'archiduc Charles, frère de l'empereur, a 25 ans. Il commande désormais les forces autrichiennes. Il dispose d'une armée nombreuse, 80 000 hommes, des hommes peu aguerris. Le 10 mars, il fait un froid terrible. Napoléon lance des attaques simultanées sur les 3 routes qui mènent en Autriche. Les troupes françaises atteignent le col du Brenner, porte de l'Autriche. Le 28 mars 1797, Vienne n'est plus qu'à 250 km à vol d'oiseau. Le 7 avril, devant la menace grandissante, les Autrichiens signent l'armistice. Le 18 avril 1797, on signe les préliminaires du traité de l'Aubin. Bonaparte l'a négocié seul et le signe seul au nom de la France. C'est lui qui décide de tout. Les ordres du directoire, il les laisse sur son bureau, c'est à peine s'il ouvre les lettres, quoi. Les combats terminés, il s'installe au château de Montbello le 5 mai 1797 et agit en maître. En quelques mois, il a fait complètement évoluer la carte politique de l'Italie du Nord. À Paris, c'est l'été de tous les dangers. Le directoire s'effraie des libertés que s'accorde le vainqueur d'Italie. De plus, les royalistes sont redevenus majoritaires dans les 2 assemblées. Depuis la Révolution, certains royalistes, les plus acharnés, les plus durs, ont toujours voulu reprendre le pouvoir, ou tenté de reprendre le pouvoir. Ça n'a jamais cessé. Donc de conspiration en conspiration, ça n'a jamais cessé. Une restauration monarchique se profile. Le directoire ne tient plus qu'à un fil. Le directoire est une époque extrêmement dissolue, on va dire. On avait inventé le bal des victimes au début du directoire. Le bal des victimes était invité, ne pouvaient y participer que ceux qui avaient eu un parent guillotiné. Le directoire, sinon sur un plan politique, c'est un régime, 5 personnes désignées par le corps législatif. Ces 5 personnes, le plus malin ça a été Barras, parce que c'est le seul qui reste jusqu'au bout. Les 4 autres directeurs sont changés, rechangés, etc. Et le directoire, c'est un régime quand même de corruption. Barras est vraiment l'un des personnages clés du directoire. L'un de ceux qui vont animer le régime avec sans doute une image qui lui colle à la peau, c'est celle bien sûr de l'homme corrompu. Et c'est vrai que lorsqu'on associe Barras au directoire, on jette finalement le bébé avec l'eau du bain, et c'est un peu par l'intermédiaire de Barras que cette image de république corrompue colle au directoire. Bonaparte est sommé de rentrer à Paris. Le temps presse. Encore une fois, Bonaparte a refusé tout net d'obéir. Il s'est contenté d'envoyer Augereau, qui est arrivé à Paris le 8 août 1797. Vieux républicain convaincu, mais surtout soldat obéissant, Augereau est parfait pour ce rôle. Les 3 et 4 septembre 1797, soit le 17 et 18 Fructidor en 5, les directeurs lancent préventivement un coup d'état militaire grâce à nos troupes commandées par Augereau. En 3 jours, les rebelles sont dispersés, trucidés ou foutus en prison. Le directoire est sauvé. Un mot circule, les mutins ont été fructidorisés. En Italie, le 18 octobre 1797, l'Autriche se décide à signer avec Bonaparte le traité de paix de Campo Formio, traité définitif qui entérine toutes les décisions prises par Bonaparte en Italie du Nord
dont la disparition de la vieille République de Venise, rayée de la carte d'un trait de plume après l'avoir abattu d'un coup d'épée. Bonaparte va bien entendu contraindre les Autrichiens à être poussés au-delà de leurs frontières naturelles, on peut dire, c'est-à-dire les Alpes, et il va faire du nord de l'Italie seulement un territoire qui deviendra donc une république, la république transalpine, cisalpine, tout dépend de la manière dont on se trouve. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, les États vassaux du pape autour de Rome, et surtout le sud de l'Italie avec le royaume de Naples, continuent d'exister, et de l'Italie unifiée, il n'en sera jamais réellement question. Bonaparte est ce personnage qui accepte de donner Venise et une bonne partie de la terre ferme vénitienne aux Autrichiens au mépris du droit des peuples, parce qu'il considère que politiquement c'est la meilleure chose à faire, et que pour arriver à jeter les Autrichiens en dehors d'une bonne partie de l'Italie du Nord, de manière à pouvoir créer des républiques sœurs en Italie, il faut peut-être mettre les principes de côté et arriver à être pragmatique. Le Directoire était contre. Le Directoire voulait que Bonaparte poursuive jusqu'à Vienne. Bonaparte a dit non, je m'arrête. Et on fait la paix. Devant le refus de l'Autriche de s'engager pour la Prusse, Bonaparte a lancé la phrase demeurée célèbre « L'Empire est une vieille servante habituée à être violée par tout le monde ». Le 26 octobre, le texte définitif du traité arrive à Paris. Le Directoire est furieux de la rétrocession de Venise, mais surtout de l'outrecuidance de Bonaparte qui n'a pas daigné le consulter. Néanmoins, face à la pression de l'opinion publique qui encense Bonaparte comme un héros et soucieux de ne pas se discréditer, le Directoire est obligé d'entériner le traité. Le 30 novembre, le congrès de Rastatt ratifie le traité de Campo Formio au nom de l'Empire allemand. Le jeune Metternich, futur chef de la diplomatie autrichienne au congrès de Vienne, fait partie de la délégation diplomatique et rencontre pour la première fois Bonaparte. Bonaparte, en tant que général, s'est permis de prendre des décisions politiques qui lui donnent une véritable aura d'homme d'État. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. La campagne d'Italie, c'est véritablement l'entrée de Napoléon dans la grande scène de l'histoire. Lui-même le dira après les premières victoires qu'il a en Italie, il s'est senti soulevé dans les airs et c'est à ce moment-là qu'il a conçu qu'il pourrait avoir une très très grande carrière. Et puis quand on regarde ce qui s'est vraiment passé, c'est effectivement une campagne un peu miraculeuse, c'est-à-dire qu'avec une armée pas très très forte finalement, Bonaparte en quelques semaines va éliminer tous les ennemis de la République qui se trouvent au nord de la péninsule. Donc c'est à la fois un exploit stratégique, où là il déploie sa science de l'offensive, mais c'est aussi un exploit sur le terrain, un exploit logistique, un exploit d'avoir donné aussi le moral à ses soldats, qui fait que véritablement cette campagne d'Italie a quelque chose d'extrêmement particulier. Le 5 décembre 1797, à 5 heures du soir, Bonaparte arrive à Paris, rue Chantereine. Le nid est vide. Joséphine, qui l'avait précédé, folâtrait en cours de route, allant de bal en fête, donnée en son honneur. Elle ne rejoint son mari qu'un mois plus tard. La rue Chantereine s'appelle désormais, et encore aujourd'hui, rue de la Victoire. Paris fait aux conquérants un triomphe digne d'un empereur romain. Lui n'aspire qu'au repos. Surtout pas de politique, le fruit n'est pas mûr. En Italie, Bonaparte a tout gagné. Plus important encore, il a mené les tractations seul. En véritable proconsul, il a maintenant une stature d'homme d'État et sent qu'il a un rôle politique à jouer. De plus, l'armée voit en lui le seul chef capable de grandes choses. Moi aussi, je commence à le penser. Pour le Directoire, le jeune général auréolé de gloire est un homme dangereux. Il faut donc, coûte que coûte, éloigner le sabre au plus vite. De retour à Paris,
Bonaparte, c'est un général victorieux, il est fêté, adulé, c'est un héros. Mais ce héros gêne un peu les directeurs, gêne Barras. C'est pas bien d'avoir une trop grande popularité. On ne sait jamais, surtout que c'est un militaire, il a des hommes derrière lui. Donc le directoire va vouloir, à tout prix, éloigner Bonaparte. La perspective, en Orient, de couper la route des Indes aux Anglais donne des idées au directeur. Ainsi, pour Bonaparte, ce sera l'Égypte.